Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers captivant de Jugurtha Talks. Ici, nous explorons les récits fascinants des Français d'origine nord-africaine qui font bouger les lignes en France. Je vous invite chaque mois à rencontrer des invités extraordinaires, universitaires, entrepreneurs, sportifs, artistes. Leurs récits reflètent la diversité et la richesse de ce pays qu'est la France. Jugurtha Talks, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une invitation à découvrir des histoires méconnues, à sentir la passion de ses invités et à y trouver votre inspiration. Vous découvrirez des hommes et des femmes qui sculptent le destin de la France, souvent dans l'ombre, mais il est temps que ça change. Mon but ultime est de vous motiver, de vous encourager à croire en vous et en vos rêves et en vos capacités uniques, peu importe d'où vous venez. Ensemble, nous bâtissons la vision d'une France 2.0, une France unie et forte. Prêt à plonger ? Abonnez-vous, écoutez et laissez-vous emporter par ces récits puissants. Et si vous êtes aussi passionné que nous, ne manquez pas de nous laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Jugurtha Talks. Pour ce mois d'octobre 2023, je suis ravi de vous présenter une entrepreneuse exceptionnelle, une force de la nature qui est Jihan Fréré. Française et fière de ses racines tunisiennes, Jihan incarne l'esprit de l'entrepreneuriat avec une intuition remarquable et une perspicacité hors pair. Cette serial entrepreneuse crée des entreprises comme on lancerait une tarte au four. Actuellement, elle dirige le Corner Mall, un espace de retail collaboratif dans le prestigieux 16e arrondissement de Paris. Sa mission est noble, mettre en avant et accompagner des créateurs de mode français qui autrement n'auraient peut-être pas les moyens d'occuper un emplacement privilégié et bien placé de plus de 100 mètres carrés. Jihan ne voit pas des difficultés comme des obstacles, mais plutôt comme des opportunités en devenir. Pendant la pandémie de Covid-19, elle lance l'initiative appelée Gang du 16, démontrant sa capacité à mobiliser et à créer des communautés, même en ces temps difficiles. De même, sa propre expérience de la dépression postpartum qui l'a conduit à la création d'une marque qui s'appelle Jaja Baby Bags, une marque de sacs faits de cuir recyclé, dédiée aux mamans, leur offrant un moyen pratique de rester élégantes et fonctionnelles dans leur rôle de femme et de mère. Quarantenaire, maman dévouée et femme d'affaires aguerrie, elle incarne la résilience et la détermination. Avant de plonger dans cette fascinante discussion, je tiens à m'excuser pour les petites coupures de vidéo liées à un souci technique qui est survenu lors de l'enregistrement. Ce podcast a été également filmé dans la maison de Jihan, donc par respect pour sa vie privée, certaines parties de la vidéo ont été floutées. Merci pour votre compréhension et sans plus tarder, plongeons dans la vie inspirante de Jihan Fréré. Jihan Fréré, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Jugurtha Talks. Merci pour l'invitation. Et merci de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux t'introduire succinctement aux personnes qui nous écoutent ? Alors, je m'appelle Jihan Fréré. Actuellement, je suis fondatrice du concept Le Corner Mall. C'est un concept qui regroupe en fait essentiellement une dizaine de créateurs qui présentent leurs produits dans un espace de retail. Ok. Où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi ? Alors, je suis née à Tunis, j'ai grandi à Tunis et à 18 ans, j'étais venue à Paris pour faire mes études de gestion. Ok. Ça ressemble à quoi de grandir à Tunis les années 80 ? Ça ressemble à la plus belle période de ma vie. Ah bon ? Tu peux développer ? L'insouciance, une enfance assez heureuse, des amis, les sorties, tout le monde se connaît, on est quand même dans un microcosme, donc on est un peu protégé. C'était aussi les moments où la Tunisie était un peu plus florissante qu'aujourd'hui. Donc, c'est clair. Donc il y avait plus d'espoir et puis on sentait qu'on était bien, quoi. C'était une belle jeunesse. C'est clair. Moi, j'ai partagé plus ou moins la même période que toi à Tunis, donc je connais un peu et c'est vrai que j'en garde un très très beau souvenir. Ah, oui. Des frères et sœurs ? Oui, une sœur. Une sœur ? Architecte. Grande, 9 ans de plus. A fait ses études aussi à Paris, d'architecture d'intérieur. Et actuellement, elle est à Tunis. Ok. Quel était le métier de tes parents ? Alors, ma mère était commerçante et à la base, elle est styliste en fait. Ah. Et avec une unité de production, un atelier à l'époque. Et elle avait 3 boutiques dans le retail, donc d'où, à mon avis... Je vois le fil conducteur. Elle était parmi les pionnières, en fait, dans le textile. Donc, de cette période, ça fait un peu plus que 30 ans, en fait. Et mon père était banquier, directeur de... Peux-tu me décrire Jihan, adolescente, au lycée ?
Ah, JN, adolescente au lycée. Ouh là là, c'était assez punchy. Ah oui? Comment Ouais. ça? Bon, j'étais pas très studieuse Mhm. déjà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Assez énergétique. Ça se voit. Aller dans tous les sens. Comment j'étais? Je sais plus. Bout en train, ça c'est sûr. J'étais un peu leader, entre guillemets. Euh, mais leader pour les soirées, en fait. Donc c'était dans un autre registre. Mais la fibre est là. Mais la fibre est là, oui. Donc souriante, assez enfin tout le temps positive, très, je sais pas comment dire, joyeuse en fait. Donc voilà. Ok. À quel moment la mode rentre dans ta vie? Alors la mode, elle était toujours là dans ma vie. Donc moi, je me rappelle quand j'étais très jeune, quand je rentrais de l'école ou du primaire ou du collège même, entre midi et deux, des fois, je dormais sur les rouleaux de tissu. Donc j'étais obligée de retrouver ma mère sur son lieu de travail, donc dans son atelier usine. Et du coup, bah, je dormais sur les tissus, quoi. Et je demandais aux filles qui étaient couturières avec leurs machines de me faire des pantalons, des jupes pour les poupées. Enfin, Ah bon, oui, ok. donc ça a été vraiment la mode, elle était là depuis le début. Et ma mère, elle était dedans, donc elle faisait des salons, elle fabriquait pour des marques, elle faisait des modèles elle-même, elle avait des boutiques voilà, de textiles destinées aux femmes, donc c'était de la mode aux femmes. Au départ, elle avait même des marques qui n'étaient pas du tout importées en Tunisie, elle était parmi les pionnières de l'importation, ça doit être Lapidus, des choses comme ça. Donc à l'avenue de Paris, donc où avant le centre de Tunis, c'était un centre assez on va dire névralgique, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, Oui. où le commerce, vraiment, il était assez dynamique et que tout le monde d'ailleurs allait au centre de Tunis pour faire ses courses, quoi. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ok. Donc, tu as baigné dans ça. Oui, Après, tu as fait des études. oui, Tu es de allé. gestion, ouais. Là, tu es venu à Paris, c'est ça? Ou tu Oui, es. Oh, j'ai vu, parce que tu es passé à l'école, à une fac à Bruxelles. oui, exact, l'école de commerce de Solvay. Ok. Pire période de ma vie, mais Ah sinon, mince. tout va bien. Pourquoi? Non, c'est marrant parce que j'ai pas du tout Accroché avec les Belges? Ah ouais, avec les Belges et la Belgique, quoi. Bruxelles, ça a été une année assez particulière. Mhm. Donc, bon, heureusement que j'avais quelques amis, donc plus âgés que moi, donc c'était comme ma famille. Donc, du coup, ils m'ont beaucoup aidé à l'installation. C'était une amie belge, moitié belge. D'ailleurs, c'est Sonia. Et, mais comme les cours étaient le soir à l'école de commerce de Solvay, donc c'était plus un troisième cycle, en fait, un postgraduate, donc en commerce international. Donc, j'étais en décalage. Parce que les personnes qui faisaient un postgraduate à l'époque, c'était des trentenaires, mariés. Donc, ils venaient au cours et puis ils partaient. Donc, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de synergie, d'amitié, enfin tout ça. Donc, j'arrivais comme je repartais, quoi. Donc, j'avais pas le moment de tisser des liens avec les uns et les autres. Bruxelles, c'était assez particulier dans ces années-là. Donc, c'était pas la dynamique de Paris. Donc, je venais de Paris, c'était un peu la campagne. Et donc, voilà. Ok. Et à quel moment, en fait, tu te dis, je suis faite pour la mode et je vais revenir, en fait, à ce métier-là ou dans lequel tu as un peu baigné, en fait, quand tu étais petite? Parce que j'ai vu, tu as fait des études de commerce et après, tu as travaillé un peu dans le monde, on va dire, front, où tu étais, je crois que tu étais responsable de clientèle. Oui, enfin, j'ai occupé en fait deux postes essentiels. Enfin, au départ, à la sortie de mon diplôme, donc Oui. comme je devais valider mon année de troisième cycle. Donc le premier job, et je dirais qui a un peu donné une directive, et en même temps, en fait, il a donné, il l'a pas donné. Bon, c'était responsable commercialisation en fait dans le monde de l'immobilier commercial. Ok. Donc, en fait, il a un lien parce que le domaine du monde de l'immobilier commercial, qui dit immobilier commercial, dit centres commerciaux, dit boutiques, dit retail. Donc, Ok. voilà. Donc, moi, j'étais responsable commercialisation. Je commercialisais les cellules, les boutiques dans les centres commerciaux. Ok. Donc, en fait, c'était vraiment très révélateur. C'est marrant, la vie, elle est bien faite. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans dans le monde de retail, mais sur une autre casquette. Donc la casquette de commercialiser les lieux. Et après, par la C'est suite, là où tu as compris en fait la mécanique. oui, la mécanique, en tout cas, sur le plan emplacement, positionnement,
Pignon sur rue. Voilà, pignon sur rue, emplacement numéro 1, bis, enfin tous Oui. les atouts, le flux, le foot floor, enfin tout le jargon, on Ok. va dire, de l'immobilier commercial en fait. Ok. Et les avantages d'un emplacement par rapport à un autre. Et puis, en fait, au départ, quand on ne connaît pas ce milieu, on ne sait pas qui sont les grands acteurs de ce marché, quoi. Donc, faire les salons, le MAPIC à Cannes, se retrouver avec un monde assez masculin. Mhm. Donc, qui était un peu... je trouvais que c'était très, très masculin. Donc, que la place de la femme était un peu difficile. Et d'ailleurs, c'est une des raisons où j'ai quitté un peu ce milieu. Ouais. Ah ouais. Donc, tu avais du mal à te frayer ta place ou tu... C'est pas que j'avais du mal à me frayer une place parce que bon, j'avais pas du tout une personnalité effacée ou une personnalité Ah bah non, ça se voit. Voilà, donc non, c'était les valeurs plus du milieu en fait. Ok. En tant que femme. Enfin, quand on occupe un poste de femme, on n'est pas perçu. Enfin, il y a quelque chose qui allait pas, quoi. En tout cas, qui correspondait pas du tout à mes valeurs. Donc, Ok. donc voilà, c'était pas très aligné avec moi. Donc, je comprends. Donc, Jaja Bags ou Yaya Bags? Comment non, je prononce? c'est Jaja Baby Bags. Jaja Baby Bags. Ouais. Donc, Jaja Baby Bags, en 2016, tu crées ça? 2000. Pardon, 2019. Oui, 2019. Autant pour moi. Oui, oui. Autant pour moi, c'est 2019. Entre vendre des lieux commerciaux et créer un sac avec du cuir recyclé destiné aux mamans, si je ne dis pas de bêtises, en 2019. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses entre-temps. Raconte-moi ce qui s'est passé dans ta tête. Oui. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, je suis passée, donc, point de départ, c'était responsable commercialisation, donc dans le monde de l'immobilier commercial. Après, j'ai bifurqué dans l'événementiel de luxe. Donc, j'étais chez My Concierge, en fait, responsable clientèle. Donc, c'était de la conciergerie de luxe. Donc, je gérais la partie corporate, Louis Vuitton, Maison de la Literie, enfin, tout ce qui était event, entreprise. Et entre-temps, moi... En fait, dans tout ça, moi, c'était pas vraiment la mode, mais c'était le côté entrepreneuse qui primait tout le temps. Donc, même si j'étais en France en train d'occuper des postes, j'avais une boutique en Tunisie qui s'appelait Addict, qui vendait de l'habillement et que je gérais en même temps. Donc, j'avais toujours le côté entrepreneur j'étais habitée en fait voilà, pour moi c'était essentiel, naturel quoi. Et je voyais que j'étais malheureuse quand il y avait une hiérarchie, j'étais malheureuse quand j'étais dans une structure, que je ne supportais pas en fait l'emprisonnement et dans un cadre en fait, où on me donnait des instructions et que voilà, il fallait pas déborder, il fallait venir telle heure. Bon, au début je l'ai fait parce que bon, il fallait le faire, mais je me sentais pas du tout à ma place. Donc après la conciergerie, j'ai fait une pause et j'ai continué l'entrepreneuriat en installant en fait la franchise Genac en Tunisie. Ok. Donc ça, c'était juste après la Révolution. Ok. Bon, ça a marché au début. Bon, après, on connaît la suite des événements en Tunisie, donc un peu la situation économique et commerciale qui n'était pas très, très florissante. Entre-temps, ma vie personnelle a pris un moment important, c'est que j'ai eu la naissance de ma fille, donc en 2019. Donc j'ai levé le pied. Pour moi, c'était un projet très important. J'avais 39-40. Donc pour moi, c'était voilà. Dès que j'étais enceinte, pour moi, c'était une mission, quoi. Ça y est, j'étais. Et du coup, j'ai vécu donc ma maternité la première année, mais bizarrement, j'ai commencé à déprimer. Et je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Chamboulement total. Qu'est-ce qui pourrait me sortir de cette déprime? Et je peux pas faire que ça. Et du coup, je sentais aussi la détresse des mamans parce que vivre la maternité à l'étranger, sans sa famille, particulièrement toute seule, donc on est assez fragile. Donc après l'accouchement, on a besoin quand même un peu de famille, de choses comme ça. Donc c'était pas le cas.
Du coup, je voyais vraiment, j'ai compris que les femmes, quand elles accouchaient, qu'elles étaient tout seules, monoparentales, tout ça, c'était assez perturbant et douloureux, en fait. Donc je me disais: «Bon, pour une femme, c'est vrai que quand on a un bébé, qu'est-ce qu'on sort? La poussette, on a besoin d'envie d'être un peu apprêtée, mais on n'y arrive pas, c'est même pas la peine. Vous pouvez pas vous habiller, mettre des talons, non, vous oubliez». Donc je me suis dit: «Bon, qu'est-ce qui peut nous faire plaisir? Le sac, mais c'est pas possible parce que le bébé a plus d'affaires, donc vous pouvez pas porter un sac allongé plus votre sac et la poussette et l'enfant, c'est pas possible». Et d'où l'idée, en fait, j'ai dit: «Bon, j'ai envie de donner quelque chose, de transmettre quelque chose de positif comme sentiment aux mamans, en fait, qui en ont besoin, en fait, pendant cette période, de se sentir belle, en même temps maman, avec les affaires de bébé et tout». Donc j'ai dessiné un sac, avec du beau cuir, avec des couleurs pétillantes, où on peut l'utiliser pour mettre des affaires de bébé, les sacs de linge, enfin le biberon, et en même temps on peut mettre son portefeuille, son portable, tout en se sentant, encore féminine, en fait. Mhm. Donc voilà. Donc l'idée de Jaja Baby Bag, elle est partie de là, et ça a été un bon, je dirais que c'est un projet qui a servi à quelque chose, en fait, dans le parcours, pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, il m'a sorti, en fait, de cette déprime, entre guillemets, qui s'appelle le postpartum, qu'on ne connaît pas Mhm. bien, Mhm. d'ailleurs, Mhm. et que ce serait bien de faire des fois avec les femmes un point, enfin, en tout cas, de parler de ce sujet parce qu'on ne le connaît pas suffisamment. Euh, et ça a été vraiment une thérapie. Donc, c'est une thérapie entrepreneuriale, en même temps, en fait, avec une créativité derrière, qui m'a sorti un peu de cet état un peu de, de- de mélancolie. Et du coup, en fait, ce parcours-là, pour arriver à ce sac, parce qu'il fallait chercher les matières, il fallait trouver des usines, il fallait trouver des acteurs pour mettre en place, en fait, le sac, donc en question, parce que la maroquinerie, c'est quand même, en plus, c'est un métier. C'est pas, on peut pas s'aviser créateur de sac comme ça. D'ailleurs, je l'ai compris par la suite. Donc, il fallait s'adresser aux bonnes personnes, il fallait avoir des connaissances, il fallait avoir la couture, comprendre. En fait, c'est vraiment, la maroquinerie, c'est vraiment un monde. À la limite, la mode, la couture, c'est facile. On peut faire une formation, mais la maroquinerie, il y a beaucoup de choses à connaître. Sur les matières, le cuir, comment ça se coud, on peut le coudre. Bref, il y a plein de choses dans ce domaine-là, qu'il ne faut pas être novice, quoi. Donc, comme j'ai rencontré des difficultés, du coup, j'ai poussé, j'ai appris, j'ai cherché les usines qu'il fallait. Et comme je tenais vraiment en plus à fabriquer en Tunisie, alors ça a été en plus une autre étape encore plus difficile. Donc, parce que il fallait trouver le bon interlocuteur, la bonne personne. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, j'ai travaillé avec un atelier, une usine qui travaille en plus pour l'export. Donc, il y avait déjà des matières nobles et qui travaillaient pour les grandes marques, Céline, Prada. Enfin, donc, ils avaient des belles matières. Et l'idée aussi, c'était de partir aussi dans quelque chose, en fait, qui avait une symbolique et une valeur, c'était l'écologie. Euh, donc, en fait, c'est utiliser des cuirs, des stocks dormants, en fait, et de ne pas acheter, donc d'utiliser des stocks qui étaient déjà là. Donc voilà, donc l'aventure, elle a commencé comme ça, celle de Jaja Baby Bag. Et après, en fait, cette aventure, elle n'était pas concluante sur le plan financier, ni sur le plan réussite du projet en lui-même, puisque j'ai participé à même, j'ai exposé au BHV, j'ai exposé aussi dans d'autres lieux, en fait, de renommée, mais le sac n'a pas eu tout son succès. Et je considère pas ça comme un échec, bien au contraire, parce que ça m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, Comme j'ai mal étudié aussi la chose, la maroquinerie, c'est ce que je dis, voilà. Ok. C'est pas un domaine où on se dit allez hop, on va faire un sac et ça va marcher. Non, pas du tout. Donc j'ai mal évalué le produit, le prix, le positionnement, enfin tout ça. Donc voilà. Donc malgré les différents, malgré comment dire, j'ai essayé, enfin, l'essai de plusieurs fois. Bon, bah, ça n'a pas marché sur le plan financier. Mais sinon, ce que ça fait, ça aboutit en fait sur le fait que j'ai compris que
la casquette de créateur était très difficile. Enfin, en tout cas, j'ai compris les problématiques de ce que c'est être un créateur, que je ne connaissais pas avant parce que j'avais plus une casquette d'entrepreneuse. Je prends une marque, j'achète des produits, je les pose au magasin. Et puis, il y a de la vente, achat ou achat-revente. Donc, c'est pas très difficile. Et en plus de ça, il n'y avait pas la notion... la partie qu'on met de soi quand on crée quelque chose. Donc, parce qu'on met beaucoup d'affectif quand on crée quelque chose, on met beaucoup de soi. Il y a un rapport au produit qui, à la fois, en fait, peut être positif et à la fois peut être négatif. Donc, voilà. Bon. Donc là, j'ai compris la casquette de créateur, ce que c'était. Donc, avec toutes les difficultés et le besoin qu'un créateur... moi, par exemple, si j'avais quelqu'un qui avait repéré mes besoins et mes lacunes, en tout cas sur le projet, je pense que ça aurait pu très bien marcher parce que l'idée de départ, elle était très bonne, le produit était bon, mais j'avais des outils qui me manquaient. Donc, malgré que j'ai fait des études de gestion, ça ne m'a pas empêché de faire des grandes erreurs de parcours, quoi. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu pousser encore plus? Alors, je pense que ça, après, c'est une partie de mon tempérament. C'est que j'ai détecté que ça correspondait pas à mon dynamisme. Donc, en fait, moi, j'adore créer, j'adore mettre en place. Et quand après, il faut poursuivre vraiment le côté business, c'est pas la partie que j'aime le plus, en fait. J'aime les montages de projets, mettre des idées et puis les sortir. Voilà, je l'ai sorti le sac. Hein. Il était abouti, il était nickel, j'avais du stock, tout allait bien. Moi, c'est la partie que j'adore, c'est le montage de projet. Donc après, au niveau de la maroquinerie, comme c'était pas vraiment un domaine que je maîtrisais, je savais qu'il me fallait beaucoup d'investissements financiers. Il me fallait un partenaire, en fait, en réalité. Ma fille, elle était trop petite. Et je pense que ça allait prendre trop de temps par rapport à ma vie personnelle. Voilà. Et donc, j'ai évalué ça de façon... voilà, j'ai minimisé la casse, on va dire. Donc, c'est vraiment intéressant comment, en fait, une personne arrive à évaluer ce qu'est le succès. Parce que l'évaluation de ce que représente le succès est réellement très floue et changeante d'une personne à une autre. Oui. Tu as dit que ce n'était pas un succès financier, mais en même temps, c'était un succès. Donc, sur cette note-là, qu'est-ce que tu définis comme un projet qui réussit? Alors, on me dit toujours que je suis un peu bizarre, mais bon, parce que je suis une entrepreneuse un peu, je sais pas, philanthrope moi, en fait, pour moi, le succès, c'est de partir d'une idée et de la concrétiser, tout simplement. Pour moi, c'est ça. Après, les retombées financières, est-ce que c'est un projet qui a marché, qui n'a pas marché? Est-ce qu'on lui a donné tous les moyens qui fonctionnent pour avoir en tout cas du résultat financier? J'apprécie, mais c'est pas la chose qui me fait vibrer le plus, en fait. Ou du tout, d'ailleurs, ça me fait pas vibrer, en fait, tout simplement. Okay. Et je le vois aujourd'hui sur mon projet, mais par contre, là, je suis en guerre contre moi-même, parce que comme c'est un projet qui tend à marcher, et du coup, je me bats contre moi-même pour ne pas arrêter. Donc, c'est marrant, parce que là, j'ai appris, par contre, à persévérer au moment où ça marche, et comme c'est la partie que je n'aime pas le plus, enfin, on va dire, donc de continuer, de le mettre... sur le chemin de la stabilité pour qu'il soit rentable financièrement et que voilà, donc parce que je pense que dans cette partie-là, comme c'est de la redondance pour moi, c'est-à-dire il n'y a plus de nouveauté, donc vous maîtrisez le projet, vous devez juste le mettre sur le bon chemin, mais il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de la partie la plus difficile. En fait, j'aime la difficulté, en fait. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des difficultés. C'est pas qu'il y en a pas dans la deuxième étape, mais elles sont pas aussi, avec un défi, parce que vous partez de rien à la base. Donc, si vous partez de rien et que vous concrétisez quelque chose, vous le voyez. Et là, il est là. Donc là, je dois continuer à le développer. Mais bon, voilà. Mais là, je me bats contre moi-même pour tenir le cap. En fait, on t'appellerait dans le jargon de la Silicon Valley une start-upeuse. Pourquoi? Parce que finalement, les start-upers adorent créer, mais ils n'aiment pas gérer. En fait, et ça. D'ailleurs, parfois, ils sont même leur pire ennemi quand il s'agit de gestion. Tout à fait. Parce qu'en fait, ils ont tendance à vouloir
tout faire chambouler. Oui, Et c'est pour ça qu'ils recrutent des directeurs généraux. Je suis vraiment là-dedans. Donc, Il faut que tu ailles. Maintenant, c'est plus la Silicon Valley, maintenant Oui. c'est Austin, Oui. donc au Texas. Ok. C'est là que ça a changé. Ouais. Donc si le vent te prend pour essayer de créer quelque chose, n'hésite pas à aller à Austin. Je crois que tu seras comme un poisson dans l'eau. C'est vrai. En fait, avant, je pensais que c'était une lacune, en fait. Non, pas du tout. C'est juste un profil. C'est juste ça. un profil. Ouais. C'est des personnes qui ont une énergie extraordinaire, qui ont l'esprit qui pensent en latéral, mais en même temps qui ont cette énergie qui peut être un peu explosive. Parce Tout à fait. avec des personnes qui aiment la gestion ou qui disent non, il faut que ça soit carré, ouais. on ne peut pas faire ça. Ça. Avec un esprit comme le tien, ça peut clasher. C'est pour ça qu'à un certain moment, on dit aux personnes qui démarrent les entreprises qui ont cette énergie de prendre la place du copilote et de laisser un gestionnaire gérer, sortir les tableaux Excel, C'est ça. parler aux gens. C'est Toi, ça. tu fais ça. Ça, c'est ta fiche de poste. Alors là, on essaye d'enlever 10 euros par là. On essaie Ouais, les chefs de projet. Exactement. Ouais. Ouais, voilà. Non, mais vraiment, là, je le vois. De toute façon, j'en suis consciente, quoi. Ta deuxième boîte, Corps Normal. Oui. Qu'est-ce que c'est que le Corps Normal? Alors, le corps normal, je pense que c'est un aboutissement final. C'est toutes ces expériences un peu de start-upeuse, mais à l'époque, ça n'existait pas le terme start-upeuse, donc on se disait, mais non, on n'est pas fait pour ça, mais on croit que on est des entrepreneurs, ça va réussir, et en fait, bon, bref. Ce qui est bien, c'est que l'expérience vous permet un petit peu de vous connaître et d'apprécier en fait ce qu'on est. Finalement, on fait un peu un brainstorming de soi qui nous permet de poser les choses et de savoir nos limites. Donc aujourd'hui, le corps normal, ça résume tous mes atouts professionnels en fait et de mon expérience. Donc ça regroupe la mode, ça regroupe l'événement, ça regroupe les mises en relation, parce que je suis quelqu'un qui adore mettre les gens en relation, j'adore les synergies. J'aime l'humain, tout simplement. Voilà. Donc, comme j'aime l'humain et que je pense que chacun a quelque chose à apporter à l'autre, en tout cas, ce point-là, il est très présent dans mon métier aujourd'hui. Donc, le corps normal résume, c'est comme si j'avais pris un papier et que j'ai fait le bilan en me disant qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus. Donc voilà, et quelles sont mes expériences et quelles sont les expériences qui peuvent m'apporter un plus dans le métier que j'ai envie de... En fait, je me suis taillée un métier sur mesure. Oui. Personnellement, mais ça a été vraiment la vraie démarche. Oui. Dès le départ. Mais en fait, il y a un proverbe américain qui dit « We can only match the dots looking backward ». On ne peut connecter les choses qu'en regardant en arrière. Sinon, c'est trop prophétique. Et en faisant des interviews pour plusieurs entrepreneurs, je me rends compte que leurs expériences, qui peuvent paraître un peu parfois absurdes dans certaines choses, finalement se connectent. Tout à fait. Parce que la première expérience que tu as eue avec la gestion des locaux commerciaux, finalement, elle est très liée au corps normal. Complètement. Et la deuxième, où l'aspect créatif, où maintenant tu comprends les créatifs, en fait, maintenant, tu as simplement connecté les deux et tu as ce qu'on appelle le corps normal. Donc finalement... Même les trois, parce qu'il y avait de l'événementiel énormément, qui est un métier qui m'a... Franchement... Et donc finalement, il y a cette synergie qui s'est passée dans ta tête et c'était une évidence. Donc je ne crois pas que c'était sur mesure, je crois que c'était un aboutissement finalement de plusieurs expériences qui a fait qu'aujourd'hui, tu es où tu en es. Oui, complètement. En plus, le Covid, je pense qu'il m'a beaucoup aidé. C'est bizarre à dire. Pour certains, c'était pas une bonne expérience. Moi, ça a été une super expérience. Parce que, également, en fait, il y avait cette période qui était particulière où on était un peu dans l'isolement. Moi, bizarrement, je n'ai pas vécu dans l'isolement. En fait, comme ma fille, elle était à la crèche, j'ai rencontré une maman qui était comédienne et on a monté sur Instagram, donc c'était encore le début, un petit peu là, de l'Instagram période Covid, et on a créé un groupe qui s'appelait le Gang du 16. Donc un groupe, on était deux, mais comme on s'ennuyait tellement et que on redoutait le moment de se retrouver avec les enfants dans la maison, parce que nous c'était du H24, et on a créé un
un groupe qui s'appelle le Gang du 16. Et l'idée, c'était de parler de tous les acteurs du 16e, en créateurs, commerçants, et de leur faire un profil vidéo. Comme c'était fermé et qu'il y avait soit du click and collect ou soit il y avait le rideau à moitié fermé. Du coup, on mettait leurs portraits en vidéo, ça n'existait pas à l'époque, des portraits vidéo des gens qu'on rencontrait, des créateurs, des commerçants. On disait, voilà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous vendez, vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure, est-ce qu'on peut vous contacter pour que vous livrez. Comme tout était fermé, donc on était un peu dans un espèce un monde un peu bizarre d'ailleurs. Et du coup, on a offert en fait une troisième vitrine en fait pour ces gens-là, parce que à l'époque, tout le monde était à la maison. Il y avait que Instagram. Les gens, ils étaient sur leur téléphone. Et du coup, ils découvraient les commerçants de leur quartier qu'ils connaissaient même pas. Donc, ça a créé une synergie, mais telle. Bah, ça a pris beaucoup de succès. Je suis passée sur BFM. Ok. Oui, donc il y a même je peux t'envoyer les reportages vidéo. On est passé sur BFM, on est passé sur TF1, en fait. Et l'idée, elle a pris un boom, un truc exceptionnel, quoi. Et c'est là, en fait, que j'ai rencontré en plus davantage de créateurs dans le quartier, quoi. Donc, j'ai pris connaissance que dans mon propre quartier, bah, il y avait beaucoup de ressources, en fait, humaines, dans le sens... il y avait des femmes qui étaient chez elles, qui fabriquaient des choses, qui avaient des choses à vendre, qui utilisaient leurs mains, quoi. Enfin, qui faisaient du handmade, quoi, dans le quartier. Donc, il y a eu vraiment un truc très particulier avec le corps normal, où ça a été une alliance de plusieurs expériences juste avant, qui étaient toutes... qui ont servi un peu à la réussite, entre guillemets, que j'appelle ça une réussite, parce que c'est une réussite pour moi, parce que ça fait 2 ans et demi et que ça tient. Donc, ça, c'est super. Donc, et le corps normal, c'est en fait, c'est un espace de boutique partagée qui propose un lieu de vente pour les créateurs qui n'ont pas suffisamment les moyens de pouvoir ouvrir une boutique en perso. Donc, ça leur permet d'avoir une visibilité dans un centre commercial, dans un espace qui est joli, et en partager avec d'autres, où ça crée aussi des synergies intercommunes entre les créateurs. Et ça, c'est par période, en fait, c'est-à-dire toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, il y a 10 créateurs qui arrivent dans l'espace, qui proposent leurs produits, qui parlent de leur histoire, qui a un storytelling à raconter à travers leurs produits à la clientèle. Donc, ça, c'est génial. Elles arrivent et elles posent leurs produits, elles proposent leurs produits à une clientèle qui habite le 16e, parce que le corps normal, il est situé dans le 16e. Et ça se passe toutes les semaines. En fait, j'ai 10 personnes, 10 femmes généralement, parce que dans la créativité, sur le marché des créateurs, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, généralement, c'est entre 8 et 10 femmes toutes les semaines qui viennent, qui exposent, qui proposent leurs produits à la vente et qui parlent de leurs histoires. Et voilà. Donc, le corps normal aussi, c'est aussi une histoire. C'est marrant parce que les femmes, le point de départ de leur marque ou de leur création, il y a toujours une histoire personnelle derrière. Donc, on se retrouve un peu avec 8, 10 histoires personnelles en même temps dans un même espace. Et les femmes échangent entre elles et il se passe des choses, en fait. Il y a une synergie. Il y a une synergie complètement très intéressante. Quel a été l'obstacle le plus, on va dire, fort que tu as rencontré pour mettre ce projet sur pied? Alors, il faut savoir que j'ai démarré ce projet avec zéro centime. Comment ça? Alors, pareil, c'était l'histoire du gang, donc qui nous a ramenés là. À un moment, on commençait à sortir du Covid. Et on s'est dit, bon, comment on va pouvoir monnayer tout ça? En fait, toutes les vidéos qu'on a faites, toutes les rencontres, c'est vraiment du gâchis, entre guillemets, d'avoir fait plein de trucs. Et puis bon, il n'y a rien qui rentre, là, c'est pas possible. Donc, par hasard, je suis passée, parce que je connais bien le centre commercial dans lequel je suis aujourd'hui, donc en tant que cliente,
Donc, je me suis dit, bon, j'ai pris un papier. J'ai dit, voilà, il y a ça en actif, entre guillemets, c'est-à-dire vidéo, des reportages de créateurs, de quartiers. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, ce qu'on pourrait en faire, c'est les proposer leurs produits. Comment proposer leurs produits? Il faut un lieu. Donc, je suis arrivée à cette conclusion-là. En arrivant à cette conclusion-là, moi, auparavant, il faut savoir aussi, parce que c'est encore une casquette que j'en ai pas beaucoup parlé, c'est que j'ai déjà organisé des ventes éphémères à Paris avec des produits tunisiens. Ok. Que j'ai ramené en déco parce que j'étais passionnée de déco, enfin je suis toujours. Donc, et j'ai ramené beaucoup de produits tunisiens et j'ai organisé des pop-up, enfin des ventes éphémères. Donc, et en plus, moi, mon lien avec les espaces de vente, c'est-à-dire les boutiques et tout, c'est quelque chose de naturel chez moi. Donc tout de suite, je suis arrivée à cette conclusion naturellement. C'était même pas. Donc j'ai dit, bon, il faut un lieu par contre qui soit visible avec plus de flux. Pas une petite boutique, parce que j'ai pris une petite boutique rue Longchamp, il n'y avait pas beaucoup de flux. Donc c'était une première expérience avec 3 ou 4, c'était juste vraiment un petit event. Et là, non, j'ai dit, d'où l'expérience d'ailleurs de l'immobilier commercial qui m'a servi, il me faut plus de flux. Donc emplacement numéro 1, plus de flux, plus de visibilité, pour pouvoir en fait en plus permettre à ces créateurs d'être visibles vraiment, quoi. Et donc, je suis passée dans le centre commercial et j'ai toqué à la porte, à la directrice du centre, et je suis rentrée. Et comme je connaissais très bien le jargon de l'immobilier commercial, donc j'ai su, on ne va pas dire l'amadouer, mais en tout cas, j'ai su la convaincre. Et comme je connais... En fait, il y avait en plus la crise un peu post-Covid, où il y avait beaucoup de cellules vacantes dans les centres commerciaux, et que c'était vraiment pas terrible, en fait, de passer dans une galerie où il y avait des magasins qui étaient vides. Et donc, j'ai sorti, en fait, la carte de l'animation, de travailler en partenariat avec eux, d'animer une cellule, et que comme ça, en fait, ça apportait un plus au centre. Et en plus, c'était des créateurs du 16e, donc du quartier, donc ça avait une valeur en plus ajouter. Plus la mairie, elle en parlait, donc voilà. Donc j'ai un peu surfé sur ça, quoi. Et du coup, elle a accepté. Et elle m'a donné la première cellule dans le centre commercial du Passy Plaza, donc, qui faisait quand même une cellule de 100 mètres carrés. Donc, c'était waouh, c'était pour moi, ouais, jackpot. Et j'avais pas d'argent. Donc, elle me disait, oui, mais est-ce qu'il vous faudrait un bail? Non, c'est pas la question. Elle ne m'a pas posé la question. Elle m'a dit, bon, il faut que je vous renvoie vers le bailleur pour effectuer un bail. Je lui dis, mais non, c'est pas possible. Un bail, ça veut dire un gros loyer. Ça veut dire que, voilà, moi, j'ai pas les moyens pour payer un 100 mètres carrés. Et du coup, j'ai réfléchi à la question, comme je connaissais en plus donc, le système des centres commerciaux. Je me suis dit, oui, mais vous avez un GIE, donc vous faites des animations dans le centre, vous avez un comité de commerçants, donc on peut passer ça sous la casquette d'animation, donc pas sous la casquette de bail. Et du coup, ça a marché. Donc du coup, j'ai pas de loyer, donc qui à la fin du mois vous fait poser beaucoup de questions parce que la conjoncture elle est pas terrible, mais j'ai réussi en fait surtout à voilà, donc je paye une prestation en fait au centre commercial. C'est extraordinaire. Parce que pas mal de personnes, en fait, je voudrais aussi te poser pas mal de questions sur l'entrepreneuriat, parce que entre Jaja Bags et le Corner Mall, finalement, tu as cette fibre entrepreneuriale. Donc, j'aimerais quand même te poser la question, c'est qu'est-ce que tu aimerais démystifier pour les personnes qui nous écoutent, qui pourraient avoir une envie entrepreneuriale sur l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu vois souvent, en fait, c'est une idée reçue, mais qui est fausse, et que tu aimerais démystifier? Alors, déjà, vous n'avez pas besoin d'argent pour monter un projet. Mais pour moi, ça, je l'ai compris. C'est-à-dire, avant, c'était un frein. Dire, ah oui, mais j'ai des bonnes idées, j'ai envie de faire ça. Mais non, mais zut, j'ai pas l'argent. J'ai pas les finances. Alors je vais pas faire. Donc, je laissais tomber. Après, ah non, mais ça, c'est pas possible. Il faut des fonds, il faut trouver quelqu'un. Mais en fait, pas du tout. Si vous croyez à votre idée, il y a des solutions pour que vous arriviez à monter le projet sans financement. Ça, j'y crois, vraiment. En tout cas, ça peut être du petit financement, c'est-à-dire possible à emprunter à des amis ou des choses comme ça. Mais il faut pas se dire j'ai pas l'investissement pour, donc je le fais pas. Et d'ailleurs, je pense que l'entrepreneuriat, il est donné à tout le monde. Il n'y a pas de milieu social. C'est-à-dire, c'était ma prochaine question, c'est que toi, tu as entrepris plusieurs fois.
Est-ce que Avec beaucoup d'échecs, hein, sur le plan. En tout Oui. cas, si c'est l'échec, je veux dire, tel qu'on l'entend aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on monnaie tout. Donc, l'échec, qui dit échec, dit projet qui n'a pas fonctionné, en fait. Mhm. Bon, pour moi, c'est réussi. Mais c'est vrai, j'ai fait beaucoup. J'ai monté. Mais là, je ne vous ai même pas parlé de plein d'autres choses que j'ai montées, qui ont marché et qu'après qui ont un petit peu j'ai dû les fermer parce que voilà, pour X raisons. Donc ça fait partie des échecs de l'entrepreneuriat. Donc moi, j'ai pas laissé tomber. Enfin, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un voyage. Et on n'a pas besoin d'être sur un seul projet, hein. On peut être entrepreneur en ayant entrepris plusieurs projets. Moi, avant, par exemple, j'avais un problème avec cette idée-là où je m'acceptais pas parce que j'étais quelqu'un qui était toujours en train de vouloir monter des choses. Et je les monte, hein, c'est pas que je les monte pas. Et je me disais, non, mais t'es pas normal, tu montes toujours des projets, mais après, ça continue pas, ça marche, en tout cas, en tout cas, aucun projet n'a perdu d'argent. Généralement, ça s'arrête, c'est parce que juste que moi, ça m'intéressait plus. Donc, c'est surtout ça, voilà, c'est ce que j'essaye de... Donc, Tu as une entrepreneuriat aiguë. voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que j'acceptais pas ce profil qui était en moi. Que voilà, j'aimais monter les projets. Je me disais non, mais t'es pas normal. Tu dois avoir un déséquilibre quelque part. T'es pas cadré. Voilà, le mot cadré, structuré. Alors cadré, structuré, c'est pas mon fort. Donc avant, je l'acceptais pas. Aujourd'hui, je l'accepte. Ok. Donc, et c'est marrant parce que quand on dit entrepreneur, on pense qu'on est structuré, qu'on est cadré. Bah, pas du tout. Pas du tout, non, Pas non, du tout. pas du tout. Et je trouve que l'entrepreneuriat est beaucoup plus difficile que le salariat parce que j'étais salarié et franchement, à part faire de l'exécution et apprendre, à la limite d'autres secteurs d'activité parce que vous apprenez, vous faites des formations et tout. Donc, c'est bien, ça étoffe la connaissance et en même temps, vous êtes exécutant, mais ça ne vous nécessite pas de prise de risque. Donc, du coup, c'est facile, quoi. Mais vous faites vos horaires, vous apprenez, vous êtes un bon élève et vous exécutez, quoi. Et vous faites des heures sup en plus. Je me sentais en plus exploitée. Je vais te poser une série de questions par rapport à plus à ton expérience personnelle pour évaluer le savoir-être des personnes qui veulent entreprendre, mais aussi je veux puiser un peu dans ton expérience. D'après ton expérience, et sans prétendre à donner des leçons, mais qu'est-ce qui empêche les gens de réaliser leur vision et leurs rêves? Le doute, je pense, douter de soi, la méconnaissance de soi. Moi, je dirais, si je devais vous donner un conseil, faites du développement personnel avant d'entreprendre. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de gagner du temps, de connaître vos limites, de vous connaître, parce que je pense qu'on ne se connaît pas suffisamment. Donc, quand on est jeune, et on ne s'accepte pas aussi sur certains aspects. Donc, on croit que c'est des choses négatives, en fait, mais finalement, c'est des choses positives. Donc, je pense que c'est bien de faire du développement personnel, travailler sur soi, se connaître, pour mieux réussir dans l'entrepreneuriat, je pense. Imagine qu'on te donne le droit d'afficher un message sur tous les transports en commun en France pendant 48 heures. Tu écrirais quoi? Croyez en vos idées et allez-y, foncez. Ce genre de message, en fait. Ok. Quelle est l'habitude que tu as intégrée dans ta vie au cours des 5 dernières années qui a eu un effet transformateur sur ton quotidien? Une habitude ou une croyance? Bon, la régularité, c'est pas mon truc. Donc, qu'est-ce que j'ai pu... les 5 dernières années qui m'ont transformée. Bon, la naissance de ma fille m'a transformée, mais 5 dernières années, comme... c'est le travail sur soi, en fait. À partir du moment où j'ai compris que c'était pas toujours à la faute des autres, la prise de conscience de soi, en fait, qu'on est acteur de soi-même, en fait. C'est vrai que c'est les 5 dernières années, j'ai commencé à comprendre le développement sur soi, travailler sur ses blessures personnelles, son histoire d'enfance, enfin, parce qu'on a tous des blessures qui peuvent être des freins comme des moteurs.
Et tous, on a tous des histoires personnelles, on a tous une histoire d'enfance, on a tous un vécu, en fait, je dirais plutôt, un vécu. Et ce vécu, il peut Parce que quand on est enfant, on met des mécanismes de survie. Il faut juste un petit peu... Ce que moi, j'ai compris, en tout cas, pendant les 5 années, là, c'est qu'on met des mécanismes de survie qui pouvaient nous servir en étant enfant pour se protéger contre ça ou de situation. Bon, il n'y a rien de grave, hein, mais on passe tous le corps, le conscient et le subconscient, c'est ça, ça évolue toute une vie. Donc, dans l'enfance, on met des mécanismes de survie pour se protéger contre cette situation ou peu importe, enfin, en tout cas. Et ce mécanisme nous sert plus quand on est adulte. Mais si on le garde, il peut nous jouer des tours. Ça veut dire, par exemple, dans l'entrepreneuriat, on a besoin je sais pas comment expliquer ça, de croire en soi et d'y aller sans réfléchir, des fois intuitivement, d'avoir plutôt un sens intuitif. Moi, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est écouter son sens intuitif, donc le développer. Et quand on est un peu... on n'a pas fait suffisamment du développement personnel. Je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à expliquer l'idée. Je comprends parfaitement. Donc, en fait, on est dans un brouhaha avec des mécanismes qui sont là, qui nous servent à rien et qui nous font pas voir, en fait, l'essentiel en nous. Donc, c'est un peu ça. Parce que ça nous déroute, en fait, de nos vrais chemins. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je comprends. C'est particulier. Non, je vois, en fait, parce que l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est une question de tripes. Et oui. Il faut faire confiance à ces tripes. Et si on est un peu, voilà, on n'est pas attentif, on n'est pas à l'écoute de soi, on peut louper, voilà, un train qui passe, quoi. Il y a une notion d'audace aussi. Et l'audace a besoin aussi de confiance, une bonne dose de confiance. Oui, complètement. Et c'est vrai que si on a des blessures qui entravent cette confiance, le message ou même l'élan, la personne qui va le recevoir, elle perçoit qu'il y a quelque chose qui colle pas dans cet élan. Tout à fait. Ça sonne faux. Tu as mieux résumé parce que moi je suis un peu plus... ça sonne faux. Dans l'émotionnel, donc j'arrivais pas à expliquer l'idée. Question un peu simple, mais je la pose souvent. Quel est l'achat récent que tu as fait à moins de 100 € qui a un impact positif sur toi? Les jouets de ma fille. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais écoute, hein, c'est aussi quelque chose qui si là, ça a un impact positif pour toi. Y a-t-il une personne en particulier qui a eu une influence forte dans ta vie? Si oui, c'est qui et comment elle t'a influencé? Mon grand-père. Explique-moi pourquoi et comment il t'a influencé. Alors, pourquoi? Bon, on connaît la génération, il est né en 1800, 1800 quelque chose, je pense, les fins d'année 1800. Parce que je trouve que cette génération était d'une combativité extraordinaire, psychologiquement, physiquement. Ils ont construit quelque part, en fait, la Tunisie. En fait, c'est la Tunisie d'aujourd'hui. Donc, c'est les fondateurs un peu pionniers de notre République. Ils avaient des valeurs vraiment extraordinaires. Les valeurs du travail, la valeur de l'autre, la valeur du respect mutuel, la valeur de la tolérance, la valeur... Et pourtant, c'était des gens qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études. Donc, il y avait une espèce de sagesse extraordinaire qu'aujourd'hui, je me dis, je vois en aucun cas dans l'espace, en tout cas audiovisuel ou public ou personnalité, enfin, de cette sagesse-là, en tout cas. Et tu as hérité des traits de caractère de lui? Certainement sur la tolérance. La tolérance, ouais. L'acceptation de l'autre, les religions, enfin en tout cas... Ça, c'est aussi une caractéristique tunisienne. Je conseille beaucoup les personnes qui nous écoutent à se diriger vers le livre de Edith Imoumi qui s'appelle « Comment les Tunisiens sont devenus Tunisiens » ou alors l'histoire de la Tunisie de Habib Oularès. Et en fait, on voit ça chez les Tunisiens. Le Tunisien, c'est pas un carrefour de civilisation, c'est un écrin où les alliages se mélangent. J'ai fait le test une fois à 23andMe, où c'est un test génétique où on voit en fait qui on est et on se rend compte que le Tunisien est un mélange. On est réellement mélangé. On a toujours eu des razzias ou des personnes qui sont venues des Romains, des Vandales, des Turcs.
Et finalement, on se rend compte qu'on est mélangé. Et c'est ce qui fait notre force aussi, c'est qu'il est ouvert, le Tunisien, sur l'autre. Et c'est vrai qu'avoir cet héritage-là ne peut que servir parce que finalement, dans le monde actuel, où on se dirige, où Nos enfants. nos enfants vont se diriger, c'est clair que c'est une qualité qui est Mm. primordiale. Et Mm. le renfermement sur soi ne Oui. mène nulle part. Et malheureusement, en France, on le sent, en tout cas, le communautarisme. Moi, par rapport à mon projet aujourd'hui, je peux même en parler. Après, c'est incroyable, quoi. C'est très présent. Ah bon? Oui. Dans quel sens? En fait, on tend vers vraiment même un communautarisme dans le travail, en fait. Moi, en tout cas, dans mon projet, comme je regroupe en fait des entités, enfin des personnes d'horizons différents, dès qu'il y a des personnes qui sont soit de confession similaire, bah, on sent le regroupement. Et ça se fait, bon, naturellement, tout le monde cherche un peu Oui. dans l'autre ce qu'on est, en fait, ou les mêmes valeurs, les mêmes façons de parler, les mêmes croyances éventuellement. Mais on sent quand même qu'il y a une montée de communautarisme. Parce que les voix qui divisent sont plus fortes que les voix qui rassemblent. Certainement. Oui. En plus, il y a quand même... avant, il y avait plus de tolérance, mine de rien. On pensait que c'était plus présent avant. Moi, quand je suis arrivée à Paris, c'était en 98. On pensait que, bon, elle était heurtée au racisme. Moi, je n'ai jamais été heurtée au racisme, ni de loin ni de près. Donc, même si je m'appelle Jeanne, donc c'est pas que c'est très européen. Donc, j'avais pas du tout... franchement, j'ai jamais vécu une situation de racisme, que ce soit au niveau de l'embauche ou que ce soit par ailleurs. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est un autre type de racisme communautaire. C'est plus... on va plus le retrouver dans le travail, c'est-à-dire pour être embauché ou des choses comme ça, certainement pas, j'espère en tout cas. Peut-être un petit peu, je sais pas. Mais là, c'est vraiment les personnes, c'est-à-dire qu'elles se forment en groupe. Moi, je suis un petit laboratoire. Hein. J'ai 10 personnes dans un espace de 100 mètres carrés toutes les semaines. Donc, je suis un laboratoire socio. Tu vois, tu prends une loupe et tu vois, et c'est incroyable. Oui, oui. Et d'ailleurs, il y a un livre que j'ai lu dernièrement que un des personnes que j'ai interviewées, c'était l'épisode 8, Jasser Gebabli, qui s'appelle L'archipel français. Et comment, en fait, cette nation est devenue, vit ensemble, mais avec des archipels. C'est plein d'îles, en fait. Des îlots qui vivent ensemble. C'est ça. Et on se côtoie. C'est ça. Mais tout c'est à une fait. île. Tout à fait. Tout à Et donc, fait. je te conseille Tout à vivement fait. de lire ce livre parce qu'il est extraordinaire, réellement extraordinaire. Combien de fois t'est-il arrivé de vouloir tout abandonner et qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as pas fait? 10 000 fois. J'ai déjà abandonné donc des projets. Donc, je sais ce que ça veut dire l'abandon et je sais ce que ça veut dire l'échec. Et avec le corps normal, c'est différent. Je pense qu'il y avait de la maturité, il y avait la prise de conscience des choses qui allaient pas, ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Et puis, comme je disais tout à l'heure, quelque part, je me suis créé mon métier sur mesure, en fait, en fonction de mes capacités. C'est pas que j'ai inventé quelque chose, moi, j'ai rien inventé. Mais c'est le métier qui correspond à tous les aspects et toutes les choses qui me font vibrer, en fait. De par mon expérience, de par ce que je suis, ma personnalité. Enfin, ça regroupe tout, en fait. Et en plus, je ne voulais pas avoir des horaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'était j'ai pris un papier, j'ai dit, je veux pas d'investissement, je veux pas de contraintes horaires, je veux que ça me fasse vibrer, entre guillemets. C'est-à-dire que, en fait, que les choses doivent je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire monter le projet en étant dans une dynamique d'effervescence, quoi. Et donc, je l'ai fait, le papier, hein, je vous assure, je l'ai quelque part. Et c'est comme ça que je suis arrivée au corps normal. En plus, avec les expériences, en me disant, oui, mais il faut que ça soit aussi correspond à toutes mes expériences, qu'est-ce que j'ai en tiré, et voilà. Donc, je suis arrivée à ça. Donc, c'est le fait de l'avoir fait sur mesure, quoi, mon métier. Quel est le point commun des personnes qui t'entourent? Ton premier cercle? Familial ou personnel En général. S'ils ont un point commun, les personnes qui t'entourent, ton premier cercle, ça serait quoi? C'est quoi leur dénominateur commun? Entrepreneuriat.
là comme ça, hein. Ma mère, ma sœur, moi, mon mari aujourd'hui. Pourtant, il vient du salariat. Quel est leur dénominateur commun? Oui, c'est des Bah, personnes assez dynamiques. écoute, Voilà. c'est la première réponse qui vient en tête Ouais. qui est la bonne. Le plus gros sacrifice que tu aies dû faire pour être où tu en es aujourd'hui? Sacrifice? Mhm. Je pense pas avoir fait de sacrifice. Non. Je pense pas avoir fait de sacrifice, non. Sacrifice de là où je suis aujourd'hui, non. Équilibre vie pro, vie perso. C'est quoi ta philosophie? Alors ça, c'est un point très, très délicat parce que perso et pro, pour une femme, c'est difficile quand on a des enfants en bas âge. Donc aujourd'hui, par exemple, moi, je sais que je suis pas à 100% dans mon projet. Je le sais. C'est-à-dire que mon temps, il est réparti. Donc c'est assez difficile en fait d'équilibrer les deux. En tout cas, si on a envie que le projet il marche. Syndrome de l'imposteur, mythe ou réalité? Mythe, Mythe. Ça n'existe pas. non. Ok. Enfin, ça peut, oui. Moi, aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais ça peut être en début de parcours. Oui, pas mal de personnes que j'interviewe, hommes ou femmes, hein. Mais bizarrement, plus les hommes ont le syndrome de l'imposteur. Quand ils démarrent un nouveau projet, Oui. j'ai remarqué qu'ils avaient cette peur au départ, de se dire c'est nouveau ce que je fais. Donc, mais après, une fois qu'on accumule de l'expérience, on se dit en fait, je suis dedans. Mais c'est vrai que tu as maintenant, je te vois, tu as une dose de cette confiance innée en soi que tu as. C'était pas évident avant. Enfin, c'était pas le cas avant. C'est clair. Comment les gens peuvent te suivre et suivre ton travail, suivre le corps normal? Où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Alors, ils peuvent suivre le corps normal sur Instagram, donc le sacré réseau social le plus regardé, c'est Instagram, donc sur arrobase le corps normal. Mais c'est marrant, en plus, moi, je suis pas du tout technologique. Donc, et par Facebook, et également par mail, lecorpsnormal@gmail.com. Je n'ai pas de site internet. Donc, le projet, j'ai pas fait de site internet parce que dans ce type de projet, en fait, un site internet vitrine est essentiel et pas. En fait, il ne l'est pas non plus. Mais j'avais un projet qui est en cours et qui est toujours en cours, mais je l'ai mis en stand-by pour des raisons, par contre, là, d'investissement, parce que des fois, quand on veut évoluer le projet, là, on a besoin d'investissement après, qui est une marketplace, en fait, de créateurs en ligne, qui est prête, j'ai développé, c'est-à-dire, j'ai pas développé, j'ai toute la maquette, mais que je n'ai pas encore mis en place, et qu'on n'a pas développé encore la solution. Mais je pense que je vais... elle va venir un tout petit peu pas mal dedans. Si les gens qui nous écoutent devraient garder en tête ou à l'esprit un seul mot de toute cette conversation qu'on vient d'avoir, ça serait quoi? Vous pouvez répéter la question? Si les jeunes qui nous écoutent devaient garder à l'esprit un seul mot en tête de notre conversation, ça serait quoi? Prenez le temps, en fait. Prenez le temps de faire les choses. Apprenez de vos erreurs. Et ne soyez pas dans le jugement avec vous-même. En fait, ne vous jugez pas, ne vous accablez pas. Pour moi, c'est l'essentiel, en fait. Parce qu'on peut être un frein vraiment pour soi, en fait. Tout simplement. Parfait. Sur cette belle parole, Jian Fréré, c'était un vrai plaisir de t'avoir à Jugurtha Talks. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Merci à toi. Vous venez d'écouter Jugurtha Talks. Si vous appréciez le travail qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram et Facebook. Et à nous mettre des pouces bleus et une évaluation 5 étoiles. C'est peut-être rien pour vous, mais cela nous aide à rendre le podcast et le message encore plus visibles.
Aussi, si vous avez en tête une personnalité française d'origine nord-africaine que vous souhaitez qu'on interviewe, n'hésitez pas à nous contacter par email sur jugurtatalks@gmail.com ou via les commentaires YouTube, Spotify ou par messagerie directe sur Instagram et Facebook. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.